Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas, Retour ce matin sur les assises de la fonction publique avec votre invité. Vous recevez Joao d'Almeida. membre du bureau élargi de la FEDE, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation pour revenir sur ces assises de la fonction publique qui sont donc tenues jeudi et vendredi dernier. On va rappeler d'abord que ça répondait à une forte mobilisation des syndicats qui avaient fait grève et du coup ces assises étaient censées répondre en partie aux préoccupations des fonctionnaires. Oui, ça figure d'ailleurs dans le protocole d'accord de fin de conflit de juillet dernier, où il y a non seulement prévu d'organiser ces assises avec comme thème la rémunération, et également un engagement de tenir des négociations salariales dans le courant du mois de décembre, donc le mois prochain, pour envisager dans quelle mesure les revalorisations pourront être accordées pour l'exercice 2024. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites pendant ces 2 jours. Il y a eu à la fois un état des lieux avec beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. Il y a eu pas mal de présentations de la part de différents organismes. Il y a eu des ateliers. Est-ce que globalement, avant d'entrer dans le détail, vous avez trouvé ça utile ? Oui, ça a été très utile, y compris dans les présentations, parce que même si on se chamaille toujours sur l'interprétation des chiffres de l'ISEE notamment, on s'aperçoit que la structure des effectifs dans la fonction publique font que lorsqu'on compare avec le secteur privé, il y a beaucoup plus de personnel d'encadrement ou de niveau de cadre dans le secteur public que dans le secteur privé, et que là, lorsqu'on fait des comparaisons de niveau de rémunération, on voit bien que on n'a pas des rémunérations qui sont beaucoup plus élevées dans le secteur public que dans le privé. Au contraire, plus on monte dans les catégories, et plus c'est le privé qui est mieux payé que le public. Alors, il y a un terme qui a été beaucoup employé pendant 2 jours. Je voudrais qu'on en donne une sorte de définition avec vous, si vous voulez bien. C'est celui d'homologie. On parle beaucoup d'homologie entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole pour la rémunération des fonctionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors l'homologie, ça consiste à prendre en référence ce qui se pratique au niveau de la fonction publique d'État pour le dupliquer dans la fonction publique territoriale. Alors, si on pousse trop loin l'homologie, en se contentant de dupliquer, c'est remettre en cause la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de fonction publique, compétence qu'elle a depuis 1953. Donc s'il s'agit simplement de recopier, c'est pas, à mon avis, c'est en contradiction avec la compétence qu'on a accordée à la Nouvelle-Calédonie pour ça. Et je pense qu'il n'y a aucun élu qui serait favorable à cette formule-là. Par contre, que ça serve de modèle, homologie, ça veut dire c'est une référence. Et donc ça doit nous servir de modèle. Tous les présidents d'exécutifs, y compris Louis Miapou, disent qu'on a une fonction publique de qualité en Nouvelle-Calédonie. Et si on a une fonction publique de qualité, c'est bien parce qu'on suit un modèle avec des niveaux de formation, avec des référentiels, avec donc des niveaux de rémunération également, qui font qu'on puisse avoir une fonction publique de qualité, un système de santé que nous envient tous nos voisins du Pacifique, un système d'enseignement. Voilà. Donc l'homologie, comme référence, oui. Poussé à l'extrême, non. Et ça ne doit pas non plus, parce que les élus souvent disent on est compétent, donc on n'a pas les moyens. Une chose que nous, on tient à dire aussi, même si on ne défend pas l'homologie à tout craint, ça ne doit pas non plus servir de prétexte à ne pas aller dans le progrès. C'est-à-dire, on ne fait pas avec ce qu'on a. Il faut se donner les moyens d'avoir une fonction publique de qualité. On a encore une fois un modèle. Il faut se servir de ce modèle-là. Et ensuite, il faut se donner les moyens de le payer. Alors, se donner les moyens, c'est une chose, mais il y a une situation des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie qui est ce qu'elle est aujourd'hui, vous la connaissez. Quand le président vous dit « je peux pas », qu'est-ce que vous répondez ? L'année dernière, on lui a dit et en début de cette année, on lui a dit qu'on comprend les difficultés budgétaires et c'est pour ça qu'on a demandé un étalement des revalorisations. Ouais. Mais on ne peut pas non plus dire à une catégorie de la population calédonienne, l'inflation, on n'a pas eu une inflation comme celle-là depuis plus de 30 ans. Dans le secteur privé en Nouvelle-Calédonie, les personnes vont être valorisées à hauteur de 4 voire 4,5%. Et vous, parce que je n'ai pas les moyens, je ne vous donne rien. Donc, on a bien compris les difficultés budgétaires, on a demandé un étalement, mais il est hors de question que ce soit les agents publics qui payent les frais de l'inflation. Alors, sur cette question qui était centrale pendant ces assises de la rémunération, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Comment vous voyez les choses et qu'est-ce qui vous satisfait ? Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas ?
Je vais compléter le sujet précédent, hein, dans votre radio en particulier, mais je crois que c'est parce qu'il y a certains, y compris syndicats, qui parlent de ça. Les organisations syndicales ici ne demandent pas à revaloriser leur salaire parce que en métropole ils ont été revalorisés. Hein. Ça dénature un peu la demande. Ça voudrait dire que, comme des enfants gâtés, on veut le même jouet que l'autre. C'est pas ça. Hein. Le problème, c'est bien l'inflation qu'on subit en Nouvelle-Calédonie et que donc doit être forcément compensée par des augmentations de rémunération. Pour en venir à la deuxième question, c'est est-ce qu'on est satisfait de l'organisation, et y compris les travaux en atelier? On l'a dit pratiquement à la clôture des assises qu'on avait été un peu frustré que l'organisation dite en atelier d'intelligence collective ait abouti au fait que le sujet était ouvert, c'était rémunération, et on a parlé de tout et de rien. Avec beaucoup de propositions qui sont pertinentes hein, sur la qualité de vie au travail, sur les évaluations, sur l'encadrement. Mais on s'est éloigné du sujet. Encore une fois, les assises ont été programmées en novembre pour des négociations salariales en décembre, pour des revalorisations l'année prochaine. Donc c'était bien la valeur du point, le point central. Et l'organisation en atelier d'intelligence collective a fait que c'est parti un peu dans tous les sens, c'est qu'on a eu 30, 40 propositions qui n'étaient pas forcément dans le sujet principal. Alors, sur un certain nombre de propositions, on va parler d'indexation, puisque vous n'êtes pas tout à fait d'accord entre vous, les syndicats, sur ce qu'il faut faire à ce sujet. Ce que vous dites et ce que défend le membre du gouvernement en charge du secteur Vaimoa Mouliavert, c'est l'indexation devient un salaire, en résumé. Oui. Ça, c'est aussi un vieux débat. En fait, la Nouvelle-Calédonie, elle a été bâtie sur le modèle métropolitain. Et quand les fonctionnaires d'État sont venus ici, il a fallu les rémunérer avec une indexation de leur rémunération qui prenait en compte l'éloignement, la cherté de vie. Et donc, quand la fonction publique territoriale a été créée, on a reproduit exactement le même système. Et ça, c'est quelque part, on parlait d'homologie tout à l'heure, c'est quelque part un défaut originel qui fait qu'on s'est contenté de dupliquer ce qui se passait pour les fonctionnaires d'État. Or, aujourd'hui, on est arrivé à une situation où cette homologie-là en matière de points d'indice n'est pas du tout une garantie pour les fonctionnaires territoriaux. La meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi péniblement à avoir 1%, alors que les fonctionnaires d'État, ils sont pratiquement à plus que 5%. Et donc, il est pour nous utile de ramener la compétence étant de la Nouvelle-Calédonie, de ramener les choses, de les contextualiser, de faire en sorte qu'on ait une valeur de points locale qui se débarrasse de tous les artifices de calcul complexes. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut lire une feuille de paye dans la fonction publique, hein, tellement que c'est compliqué. Hein. Et donc, avec une valeur de points locale et un indice calculateur de traitement, on peut avoir le même résultat en niveau que le système antérieur. Et derrière ça, il faut qu'on obtienne une garantie de négocier dans un cadre non conflictuel nos rémunérations tous les ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend bêtement que l'État fasse quelque chose pour les siens, pour que nous, on se réveille et qu'on aille demander la même chose ou l'équivalent à nos politiques. La valeur du point local, elle a l'intérêt de se débarrasser de l'artifice indexation. Donc, il ne s'agit pas de baisser les salaires, il s'agit de maintenir le même niveau, puisqu'on a dit qu'on avait des niveaux comparables par rapport à notre environnement. Donc, on ne parle plus d'indexation puisqu'elle est intégrée au salaire. On a une valeur de point local qui est renégociée tous les ans avec le gouvernement au moment où il prépare son budget. Donc, négociation annuelle obligatoire, comme ça se fait exactement pour nos collègues du secteur privé. Et ça, c'est un point de désaccord avec la CGC. Alors, est-ce que vous discutez entre vous? Est-ce qu'il va y avoir des discussions entre vous? Alors, on discute entre nous, et là, ça devient urgent qu'on discute vraiment, qu'on aille au fond des choses pour voir quels sont les avantages et inconvénients des deux systèmes. Hein. On voit bien que l'homologie à ce niveau-là, la valeur du point local, on y est déjà. On a 1% et les autres sont à près de 5%. Donc on est déjà dans une valeur de point qui a été fabriquée localement pour correspondre à 1%. Alors que si on avait appliqué l'homologie, c'était 3,5 et 1,5 de plus après. Donc on a effectivement ressenti la nécessité, déjà dans les ateliers avec certains membres de la CGC, notre position a été comprise.
Maintenant, il faut qu'ils la partagent chez eux aussi. Il faut qu'on discute avec eux pour savoir exactement quels sont les avantages et inconvénients des deux systèmes. Alors, vous parliez de complexité tout à l'heure, Joël d'Almeida. On s'aperçoit en regardant les présentations qui ont été faites pendant ces 2 jours qu'effectivement, il y a beaucoup de choses très complexes. Il y a beaucoup de difficultés. Il y a quand même 209 grilles pour 11 000 fonctionnaires. Est-ce qu'il faut simplifier tout ça? Est-ce que cette piste-là de la simplification de l'administration et forcément donc du calcul, ça peut être une piste intéressante selon vous? Il faut forcément simplifier, c'est clair. Mais il ne faut pas non plus être effrayé par ces chiffres-là, parce que dans la fonction publique, on a une multitude de métiers qui n'a pas son équivalent dans les branches du secteur privé. Oui. On a vraiment des métiers très, très différents. Certains qui n'ont pas d'équivalent dans le secteur privé, d'autres qui sont plus spécialisés. Et donc, c'est pas étonnant qu'on ait des grilles qui s'adaptent à toutes ces catégories-là. Ça n'empêche pas qu'il faille réfléchir à rationaliser et simplifier, harmoniser. Mais l'explication, elle est là. Et puis, il y a aussi l'histoire, c'est-à-dire on a juxtaposé des statuts à d'autres statuts, avec des modèles métropolitains ou pas, avec des créations purement locales. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on parle d'homologie, on a créé un statut de surveillant d'internat et d'adjoint d'éducation qui n'a pas d'équivalent en métropole. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a indexé les cotisations à la CLR, alors qu'en métropole, ils cotisent toujours sur le traitement de base non indexé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les retraités, y compris résidents en Nouvelle-Calédonie, retraités de l'État, voient leur indexation diminuer, voire disparaître dans les années qui viennent, si les syndicats n'étaient pas là pour ralentir, voire annuler cette disparition. Alors, le gouvernement a parlé aussi pendant ces 2 jours d'assises d'un certain nombre de propositions, de pistes d'économie. On a beaucoup parlé du jour de carence, on a beaucoup dit que ça coûtait, et notamment le membre du gouvernement, Raïmou Amouliava, a parlé de 400 millions potentiels de coûts sur l'absentéisme du VASA. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça peut évoluer? Alors, sur l'absentéisme, nous, on n'a jamais eu vraiment de chiffres sur ce que ça coûtait. C'est évident que ça coûte, hein, mais ce n'est pas l'ordre de grandeur. On n'a jamais eu non plus d'explication sur les incidences du jour de carence, savoir si ça dissuade vraiment ou si ça n'amplifie pas le problème. Au lieu de prendre un jour de maladie, on prend la semaine. Et donc là, l'absentéisme, il est multiplié par 5. Donc on manquait d'éléments et on était réticents jusqu'à présent. On est toujours réticents et on privilégie plus. Ça fait sourire quand on le présente comme ça, mais le présentéisme, c'est-à-dire que dans certaines collectivités qui octroient une prime de fin d'année, elle est attribuée en fonction du présentéisme, c'est-à-dire que chaque absence réduit le montant de la prime. Ouais. Et c'est vertueux parce que l'enveloppe globale restant la même, ce sont les collègues qui font le travail de ceux qui sont absents qui récupèrent le magot. Ouais. Donc on était plus là-dedans, sauf que c'est pas généralisé ce système-là. Et qu'il faut vraiment qu'on se pose la question de savoir si soit on trouve le moyen de généraliser le système du présentéisme, ou si on va vers effectivement le jour de carence. Et là, on revient encore à l'homologie. L'État a le jour de carence depuis un moment déjà. Et donc, ça, c'est une réflexion. On a eu des présentations en première journée du vice-rectorat où il y a des agents, des fonctionnaires des 2 statuts, territoire et État, qui cohabitent. Et la démonstration de la RH du vice-rectorat est très parlante sur la dissuasion de prendre de la maladie, des jours de maladie de courte durée lorsque le jour de carence existe. Et on a eu hier M. Mouliava qui s'est exprimé en disant qu'il avait chiffré, on attend d'avoir confirmation de ce chiffre, hein, mais il l'a annoncé publiquement, qui a chiffré le coût de l'absentéisme pour la Nouvelle-Calédonie à quelques 400 ou 400 millions. 400 millions. Mmh. Donc, on a des données maintenant, on a des éléments de comparaison. Ça fait partie aussi des discussions qui vont sans doute accompagner les prochaines négociations d'augmentation de la valeur du point. Voilà, alors justement, la prochaine étape, et on va en terminer là-dessus, c'est le président du gouvernement l'a annoncé. Il y a une préparation du budget 2024 et il y aura bien des discussions d'ici la fin de l'année. Oui, c'est ce qui est prévu dans le protocole d'accord. Il y aura des discussions dans le courant du mois de décembre, puisque malheureusement le budget encore pour 2024 ne sera pas voté avant la fin de l'année, mais sans doute au cours du premier trimestre
surtout avec les retards pris dans les examens des textes fiscaux. Et donc, il y aura bien des négociations avec le gouvernement d'ici la fin de l'année pour savoir dans quel va être le niveau et l'étalement des 2,5% qui restent, voire plus, parce que je rappelle que le 1% qu'on nous a généreusement accordé en juillet nous a été confisqué en octobre pour la CLR. Donc voilà, tout est sur la table. Il faut qu'on entre en discussion en décembre et voir de quelle manière on peut revaloriser. Ça devient quelque chose d'important pour cette catégorie de la population qui, encore une fois, a été complètement mise à l'écart des revalorisations dues aux négociations annuelles obligatoires. Joao d'Almeida, membre du bureau élargi de la Fédé, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.